Gergovie, tout le monde sait où c'est, mais Alésia. Blois devient le lieu où on aime assassiner les gens. Depuis 1946, Cannes fait son festival. Mais 68, ce n'est pas que le quartier latin, c'est aussi Lyon, Bordeaux, Strasbourg. L'histoire de Soissons ne se résume pas à celle d'un vase. Tous les chemins mènent à Reims. Mais la victoire de Charles Martel a-t-elle bien eu lieu à Poitiers ? Grande date de nos régions, une émission animée par Éric Labaille et Cédric Delaunay. Un podcast ici en région. Il est des papes comme des rois. Certains sont flamboyants et laissent un héritage considérable, tandis que d'autres sont vite oubliés en raison d'un pontificat trop court ou d'une personnalité effacée. Le pape Calixte II appartient à la catégorie des grands souverains pontifes, de ceux qui marquent autant leur époque que l'histoire de la chrétienté tout entière. Parvenu sur le trône de Saint-Pierre à une époque particulièrement troublée, il s'y distingue par son habileté politique et s'affirme comme l'un des grands organisateurs de l'Église médiévale, au point qu'encore aujourd'hui, des milliers de personnes, souvent sans le savoir, profitent chaque année de l'une de ses initiatives. Franc-comtois d'origine, mais universel par son influence, qui fut Calixte II ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec Éric Labaille, professeur et docteur en histoire. Bonjour Éric Labaille. Bonjour Cédric Delaunay. Donc la grande histoire de Calixte II commence par une incursion dans le petit village de Quingey. Oui, Quingey, c'est un petit village sur les bords de la Loue. Nous sommes en Franche-Comté et ce village tire son nom d'une racine celte qui signifierait, alors après les interprétations des langues celtiques sont souvent soumises à caution, mais ce qui signifierait beau séjour. Et effectivement, c'est un séjour qu'il faut croire agréable puisque les comtes de Bourgogne y ont installé une de leurs résidences de villégiature. Et c'est là que, aux alentours de 1060, la date exacte n'est pas connue, Étiennette de Bourgogne, qui est la femme de Guillaume le Grand, donne naissance à un garçon. Ce n'est pas son premier, c'est un cadet. Donc ce garçon sera tout à fait naturellement destiné à une carrière religieuse. Les aînés allaient plutôt sur les carrières militaires. Des carrières militaires et reprendre les titres de leur père, oui, effectivement. Et donc ça nous emmène en 1085 où il est nommé administrateur du diocèse de Besançon. Oui, alors on pourrait voir dans cette nomination du favoritisme puisque l'archevêque n'est autre que le frère de l'enfant. Alors l'enfant, ça aide. j'ai oublié de préciser, l'enfant se prénomme Guy, donc Guy de Bourgogne, et qui devient donc administrateur du diocèse de Besançon de l'archevêque Hugues III en 1085. Alors il va commencer une carrière tout à fait classique pour quelqu'un de sa catégorie, puisque 3 ans plus tard, il est lui-même archevêque, archevêque comte d'un archevêché particulier, très ancien, très puissant, qui est l'archevêché de Vienne. Et c'est un personnage brillant, de toute évidence, qui est rapidement reconnu, qui est rapidement apprécié par le pape, au point que ce dernier en fasse son légat. Et donc, tout grand personnage se révèle dans les périodes tumultueuses, dans les périodes de calme. Effectivement, c'est beaucoup plus dur de se faire un nom et une carrière. Et là, la période est particulièrement tumultueuse pour l'Église. Oui, parce que nous sommes à la fin du XIe siècle et le XIe siècle a vu l'émergence ce qu'on appelle aujourd'hui l'Allemagne, dans le monde germanique, d'une famille à la tête de l'Empire, la famille des Ottoniens. Et cette famille impériale, cette dynastie impériale, a comme prétention d'imposer son autorité à la fois temporelle, pardon, mais également dans une certaine mesure spirituelle au pape. Notamment en nommant les évêques et les plus hauts responsables de l'Église. Oui, c'est ce que l'on va appeler la querelle des investitures. Donc le thème est le suivant. L'Empire a un droit de regard sur la papauté, puisque depuis Charlemagne, le pape, dont les États sont censés être indépendants, est quand même inclus dans la sphère d'influence de l'Empire. Et partant de ce constat, et partant du fait que les autorités cléricales sont un pilier
important du pouvoir en Europe médiévale, eh bien l'empereur considère qu'il est de son devoir de nommer à la tête des évêchés, mais également, dans une certaine mesure, de certaines églises collégiales, certaines organisations religieuses plus locales, les tenants du pouvoir, de manière à ce qu'il ait à sa botte un clergé qui soit docile et qui soit obéissant. Voilà. Ce que refusent les papes de la fin du XIe siècle. On peut le comprendre, d'autant plus que le XIe siècle est l'époque de la mise en place de la réforme grégorienne. Il s'agit alors je vais utiliser un mot un petit peu trivial, mais il s'agit de nettoyer le clergé de tous ses défauts. Or, lorsque l'on donne à l'empereur la possibilité de nommer des évêques, ces évêques sont choisis non pas pour leur qualité spirituelle, mais pour leur docilité vis-à-vis du pouvoir temporel de l'empereur, du pouvoir politique. Donc, ça va pas du tout dans le sens de la réforme grégorienne. Je rappelle que le clergé du XIe siècle est gangréné du XIe siècle, et puis il l'a déjà été longtemps auparavant et il le sera longtemps après, mais est gangréné par plusieurs maux, dont la simonie et le nicolaïsme. Alors, qu'est-ce que c'est la simonie Alors, et qu'est-ce que le nicolaïsme? La simonie, ça rejoint un petit peu le principe de la querelle des investitures, c'est la capacité de rendre vénale, c'est-à-dire marchande, des charges religieuses. Vous pouvez acheter une charge d'évêque, vous pouvez acheter une charge de chanoine, etc. Et D'où l'emprise de la grande noblesse sur ces charges les plus rémunératrices et les plus prestigieuses. bien sûr, et d'où l'intérêt des pouvoirs politiques au sens large du terme, que l'on soit dans l'Empire ou dans le Royaume de France, pour ce genre de pratique qui lui permet de mettre en place dans les postes stratégiques des gens à sa botte. Ça, c'est évident. Et le nicolaïsme, alors qui est un terme un petit peu générique, dont les origines sont assez contestées, désigne des pratiques immorales qui ne correspondent pas à la mission d'un prêtre et d'une façon générale d'un clerc. Donc ça peut être des pratiques d'ordre sexuel, des pratiques d'ordre de vie, d'une qualité de vie qui ne soit pas suffisamment respectable pour que le message religieux soit Et se pose la question du mariage des prêtres. exactement. Mais le mariage des prêtres, c'est un marronnier dans Ouais, l'histoire c'est un vieux. de l'Église catholique. Oui, tout à fait. Donc c'est une vieille histoire, effectivement, et là que les papes tentent de trancher, et forcément ils s'opposent aux empereurs. Grande date de nos régions. Un podcast ici en région. Alors, ce pape, enfin, celui qui n'est encore que Guy, qui va devenir Calixte II, il devient pape dans des circonstances un peu extraordinaires. Enfin, c'est très particulier. C'est un roman qui pourrait faire l'objet aujourd'hui, je pense, d'une belle adaptation cinématographique, si Hollywood voulait s'y intéresser. Alors, on va être très simple, parce que la période est d'une complexité épouvantable. L'empereur a été excommunié. Les États pontificaux ont été envahis. L'empereur a nommé à la place du pape un antipape chargé de maintenir ses intérêts sur le siège de Saint-Pierre. C'est une situation absolument inextricable. Et le pape de l'époque, qui s'appelle Gélas II, est obligé de fuir Rome en 1118 pour se réfugier dans une place qui lui est acquise, et en l'occurrence le monastère de Cluny, l'abbaye de Cluny. Et donc il se place sous la protection du roi de France, Louis VI. Oui, c'est un grand classique. À partir du moment où on a des difficultés avec l'empereur, on cherche à se rapprocher du roi de France. À partir du moment où on a des difficultés avec le roi de France, on cherche à se rapprocher de l'empereur. Là, en l'occurrence, c'est vers Louis VI, surnommé le Gros, que le pape Gélas va se tourner. Or, pauvre homme, lorsqu'il arrive à Cluny, il y meurt. Nous sommes en janvier 1119, il meurt, et là, l'Église traverse une crise d'autant plus grave qu'on a, je le rappelle, à la tête de Rome, un antipape donc qui s'appelle Grégoire VIII, et que si on n'élit pas rapidement un successeur au pape Gélas, eh bien c'est Grégoire VIII qui risque fort de l'emporter, et avec lui l'empereur. Et donc on doit choisir dans l'urgence. Le concile doit se réunir très rapidement pour nommer très très rapidement un nouveau empereur, un nouveau pape. Ah, c'est un lapsus révélateur qui montre l'intrication
des personnages à cette époque-là, oui. Alors, oui, et ce n'est pas un concile habituel qui va être réuni, puisque ce ne sont que les cardinaux présents sur place donc avec Gélase, à Cluny, qui se réunissent et qui, donc dans l'urgence, désignent un d'eux, un homme présent, mais il n'est pas encore cardinal, mais c'est le futur Calixte II, donc Guy de Bourgogne, qui est élu sous le nom, je répète, de Calixte II. Donc élu quasiment par accident, il va quand même savoir s'inscrire dans la lignée de ses prédécesseurs et impulser effectivement une politique particulièrement efficace. Oui, il s'appuie d'abord sur des structures qui lui semblent, qu'il sait lui être acquises. C'est-à-dire notamment tout ce qui est du domaine du réseau cistercien, du réseau bénédictin et de l'ordre des prémontrés dont il va assurer la promotion. Donc à partir de ce substrat, il va mettre en place une politique qui va s'inscrire dans la continuité de la réforme grégorienne, c'est-à-dire essayer de renforcer la mainmise spirituelle de la papauté sur l'Église. Il va d'abord lutter contre l'antipape, bien évidemment. Ce sont des pratiques qu'aujourd'hui on n'imaginerait pas de la part d'un pape, mais il va un peu lui faire la guerre, l'assiéger, le forcer à fuir Rome, et finalement l'emprisonner et l'enfermer dans une abbaye dont il ne sortira pas. Voilà. Action donc religieuse, ou du moins d'organisation du clergé, et bientôt action politique contre l'empereur Henri V. Oui, contre l'empereur Henri V, avec une démarche à la fois spirituelle, donc puisque nous sommes quand même dans le domaine de la religion, et diplomatique. Et cette démarche auprès de l'empereur va aboutir à la signature d'un concordat, le concordat de Worms, qui va permettre en 1122 de trouver une solution, en tout cas une issue à la crise des investitures. Alors tout ça peut nous sembler un peu lointain, cependant il y a un autre héritage qui est plus proche de nous, du moins qui est toujours plus présent, c'est la question du pèlerinage vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Alors c'est encore une histoire de famille, puisque un des frères de Guy de Bourgogne, donc Raymond, le pape Calixte II, Raymond, a eu par mariage l'accès au trône du royaume de Léon. Alors il faut préciser qu'à cette époque-là, depuis 711, la péninsule ibérique a été envahie par les musulmans, c'est-à-dire un petit substrat arabe et un gros substrat berbère et d'Afrique du Nord qui se sont installés et qui ont pris le pouvoir dans la péninsule ibérique. Toute la péninsule ibérique, non, car une région résiste encore et toujours à l'envahisseur. Il s'agit de deux régions en fait. Il s'agit de ce que l'on appelle les enclaves pyrénéennes, donc du côté de l'Aragon, c'est-à-dire à l'est des Pyrénées, et de quelques enclaves dans la cordillère cantabrique, et notamment le royaume de Léon, qui est un des bastions chrétiens face à une Espagne musulmane solidement implantée. donc des petits royaumes qui ne semblent pas très puissants militairement, financièrement, et donc le pèlerinage va avoir un rôle de renforcement de ces autorités politiques. Oui, il y a une idée derrière la tête. Lorsqu'on regarde la carte, on se rend compte que Saint-Jacques-de-Compostelle, enfin la ville de Saint-Jacques-de-Compostelle est située en Galice, à l'extrémité nord-ouest de la péninsule ibérique, et que pour se rendre en pèlerinage dans cette ville, il faut traverser les Pyrénées et ensuite traverser d'est en ouest tout le nord de la péninsule ibérique, c'est-à-dire traverser tout simplement à l'époque, tous les royaumes chrétiens résistant encore à la pression musulmane. Et l'organisation d'un pèlerinage extrêmement structuré, ce qui sera le cas, permet de faire un afflux de population dans ces régions du nord de l'Espagne, permet d'apporter au royaume de l'argent et des pèlerins qui vont s'installer sur place. Parce que le pèlerinage n'est pas que le fait d'aller et de revenir de Saint-Jacques-de-Compostelle. Le pèlerinage, c'est aussi des architectes, c'est aussi des maçons, c'est aussi des artistes qui vont quitter l'Europe franque, c'est-à-dire la France et l'Empire pour faire simple, pour venir travailler, pour venir s'installer dans le nord de l'Espagne. Donc c'est un afflux de population, et derrière cet
afflux de population. On peut imaginer aussi l'engagement de certaines personnes dans les armées locales. On peut imaginer aussi tout un flux qui va permettre d'aider et de renforcer le pouvoir des royaumes chrétiens. Et donc de renforcer ce mouvement qu'on a appelé la Reconquista, qui mena, in fine, à la chute de Grenade en 1492. Voilà, nous sommes aux origines de cette Reconquista qui va, pendant 4 siècles, être la grande affaire de la péninsule ibérique. Grande date de nos régions. Un podcast ici en région. Et donc, pour pouvoir structurer ce pèlerinage, Calixte II va prendre 2 mesures. La première, c'est d'ériger le petit village, puisqu'à l'époque c'était un tout petit village de Saint-Jacques-de-Compostelle, en archidiocèse. Et le deuxième, alors certains historiens ont tendance actuellement à le contester, mais pour la plupart des historiens, c'est un fait, favoriser la rédaction d'un livre qui s'appelle le Liber Sancti Jacobi, que l'on appellera plus simplement le Codex Calixtinus, Le donc registre de Calixte. le registre de Calixte exactement, qui est une sorte de guide du pèlerin qui explique les différentes étapes qu'il y a à accomplir avant d'arriver à Saint-Jacques-de-Compostelle. Je ferai une petite parenthèse sur Saint-Jacques-de-Compostelle. Saint-Jacques-de-Compostelle donc, est l'endroit où aurait été découvert au IXe siècle le tombeau de l'apôtre Saint-Jacques le Majeur, à l'issue d'une épopée qui aurait vu son corps débarquer en Galice avec une reine très féroce, la reine Lupa, qui aurait... Enfin, bref, toute une histoire assez rocambolesque. Bon, pour être clair, Saint-Jacques a plus vraisemblablement été tué quelque part vers la Palestine ou vers la Syrie, et son corps se trouverait encore là-bas. Mais peu importe, pour le commun des pèlerins, les reliques de Saint-Jacques se trouvent bien à Saint-Jacques-de-Compostelle, et c'est vers là que Calixte II et son frère Raymond ont l'intention de drainer des pèlerins en grand nombre. Donc en histoire, c'est pas tellement ce qui est vrai ou faux qui compte, mais c'est ce que les gens croient. Et là, effectivement, on voit quand même la croyance qui a une puissance d'action réelle, de fait. Oui, c'est ce que les gens réalisent en fin de compte. Et le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle est un fait majeur à la fois spirituel et politique finalement du Moyen Âge et encore aujourd'hui, puisque depuis les années 1970, il y a un regain d'intérêt pour ce chemin qui s'est structuré, qui est devenu itinéraire culturel européen et sur lequel marchent chaque année des milliers et des milliers de pèlerins venus de l'Europe entière. Donc une initiative qui vient de ce Calixte II, de ce Guy de Bourgogne, qui décède finalement dans la nuit du 12 au 13 décembre 1124. Donc 50 pontificats, mais de grandes réalisations. Un pontificat qui a été essentiel au point que on peut le considérer comme étant au fondement de la chrétienté. Alors on n'est pas à l'origine de la chrétienté, bien entendu, mais on est à ses fondements. Je m'explique. Un, il règle la querelle des investitures, qui a empoisonné pendant quasiment 100 ans les relations entre l'Empire et la papauté, et pareil, pas au-delà de cet empoisonnement, qui a empoisonné la vie de l'Église. Deux, il va favoriser les grands ordres religieux. Donc, je parlais tout à l'heure des bénédictins, je parlais des prémontrés. Il va favoriser ces ordres religieux et être à l'origine de l'immense expansion de l'ordre clunisien et de toute la nébuleuse bénédictine. Il va également régler ou amplifier la réforme grégorienne et veiller à la moralité du clergé. C'est un effet secondaire, je dirais, de la querelle des investitures, mais il va véritablement amener à une prise de conscience de la nécessité d'avoir un clergé sinon irréprochable, du moins qui tende vers un idéal moral. Et il est à l'origine de ce gigantesque pèlerinage, phénomène à la fois culturel, spirituel et politique, qu'est le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. On peut considérer qu'en 5 ans, il a fait du bon boulot. Ouais. Merci Éric Labaille pour ce voyage qui nous a emmenés de Quingé, aujourd'hui dans le Doubs, à Saint-Jacques-de-Compostelle. Nous rappelons que vous retrouverez cet événement et bien d'autres dans Grande Date en Franche-Comté.
Merci Eric. Merci à vous. Retrouvez tous nos podcasts, livres, articles et vidéos sur notre site internet icienregion.fr.